BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans BFM Crypto, le club. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi en direct à 14h sur BFM Business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lilian Aliaga qu'on a reçu hier. Bonjour Lilian, journaliste chez Cryptost. On va avec toi parler dans quelques instants de FTX. FTX qui va peut-être renaître de ses cendres. On va suivre tout ça avec attention. Et on a par téléphone Sébastien Gouspiou. Bonjour Sébastien. Bonjour Amaury. Bon, tu nous entends bien ? Parfaitement. Super, on t'entend bien aussi. Écoute, spécialiste du minage et cofondateur de Big Block Green Services. Sébastien, on va parler de la consommation énergétique du Bitcoin. C'est un vaste sujet qui fait débat depuis de nombreuses années maintenant. Et on a une grande nouvelle. C'est l'université de Cambridge. Les chercheurs de l'université de Cambridge pensent aujourd'hui que le Bitcoin finalement consommerait moins de prévu. Ils ont revu leur méthode de calcul, Sébastien. Oui, en effet, Cambridge corrige un petit peu. Alors, ça va dans dans ce que nous racontait Alexandre Stachenko la semaine dernière, c'est-à-dire que les anti-Bitcoin mangeaient leur chapeau. Alors, ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le référent des référents, celui qui a décidé que la consommation de Bitcoin devait se comparer à un pays, Cambridge donc, rétropédale et indique s'être planté dans sa méthode de calcul. En gros, on a attribué plus de térawattheures à Bitcoin que la réalité. Depuis des années, on bassine le monde avec nos chiffres tout pétés. On vient de le réaliser. Oh, désolé. Bon, donc ils annonçaient en 2021, je crois, 104 térawattheures. Finalement, on serait aujourd'hui à 89 térawattheures. C'est une grosse différence, Sébastien ? C'est 15 térawattheures d'écart, c'est plus que tout Google monde, par exemple. Ah oui, quand même. Donc c'est pas insignifiant, mais surtout ce chiffre de 140 térawattheures, moi j'en ai aucun souvenir. Moi mon souvenir, c'est que l'intégralité de la presse a communiqué sur 143 térawattheures. C'était ça le chiffre que nous indiquait Cambridge. On le trouve encore dans Statista, par exemple, et dans tous les titres des journaux de l'époque. Moi j'avais réagi et leur avait envoyé d'abord un tweet, puis un mail pour leur dire que 143 térawattheures, c'était une énorme blague et que le total de la consommation de Bitcoin tournait autour de 100 térawattheures. Ils avaient réagi par rapport à ce tweet ou pas, Sébastien ? Ils viennent d'y réagir. Donc maintenant, ils annoncent 89 térawattheures, donc on était dans le vrai. Et on sent que je les avais piqués au vif. Ils n'auront mis que 2 ans et 3 mois pour corriger. Mais qui va piano va sano, Sébastien. Faut prendre son temps. En tout cas, ça va dans le bon sens, non ? Oui, mais 2 ans et 3 mois, c'est pas comme si c'était pressé. L'Union européenne est passée à 2 doigts d'interdire le mining en se basant sur des chiffres surévalués de 60%. En tout cas, ouais. Oui, effectivement, on est satisfait de cette correction, mais elle arrive vraiment tard. Et puis surtout, on est encore très très loin du compte. Oui, allez-y Sébastien. Parce qu'au départ, en 2019, quand Cambridge a lancé cet index pour définir la consommation du réseau Bitcoin, c'était vraiment pour déterminer la consommation globale et la comparer à celle de différents pays. Moi, je rappelle ici que la puissance installée mondiale, c'est-à-dire toutes les centrales électriques du monde, permettrait de produire 3 fois plus d'électricité que ce qui est actuellement consommé dans le monde. Donc le potentiel d'électricité disponible pour le mining, il est immense et il est là. En gros, on a pu créer un réseau Bitcoin sans ajouter une centrale électrique au monde, alors que s'il fallait rajouter un pays comme la Norvège, par exemple, comme soi-disant ce que le Bitcoin mining consomme, il aurait fallu évidemment faire des centrales. Donc la comparaison à un pays n'est pas cohérente, donc je leur expliquais ça. Et puis surtout, je leur expliquais que la consommation brute, c'était pas vraiment un indicateur pertinent dans le sens où une grande partie du mining opérait sur des surplus du renouvelable avec 0 impact. Donc il fallait faire le différentiel entre le vert et le noir. Mais ils ont dû t'écouter, Sébastien, ils ont dû lire tes tweets parce qu'en 2020, l'université de Cambridge introduisait la notion de nature de l'énergie primaire du mining. Oui, et c'est justement là qu'on est encore loin du compte parce que leur chiffre est pas du tout bon. Et c'est ce qui fait que la méthodologie de Cambridge n'est toujours pas acceptable. En gros, ils disent que le mining green aujourd'hui est à 40%. Nous, on constate un chiffre qui est très supérieur à ça. Donc leur chiffre est toujours totalement bidon et a autant de chances d'être le bon qu'une horloge cassée de donner l'heure. Mais attendez, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, même après leur
leur nouveau mode de calcul, leurs chiffres, les chiffres qui nous donnent publiquement, seraient inexacts encore. Alors, sur le volume global, sur la consommation globale, maintenant on est à peu près d'accord sur la méthodologie, mais sur la différenciation du green et du vert, il faut pouvoir géolocaliser les machines, et leur travail de géolocalisation est pas bon, on peut le voir dans leurs chiffres. Si on regarde de près les chiffres, on découvre que leur étude montre qu'en 2021, l'Irlande avait 2,8% du hash rate mondial. Ce qui signifie que l'Irlande consacrait 8% de sa capacité de production électrique au mining. Idem pour l'Allemagne, avec 3% du hash rate, loin devant le Canada, qui n'avait, d'après Cambridge, que 0,9% du mining mondial. Mais... si on va plus loin, on verra dans l'index qu'il n'existe pas de ferme de mining au Congo, où notre entreprise BBGS exploite 10 MW. Par contre, on retrouvera cette puissance de 10 MW, tenez-vous bien, en Belgique, là où il n'y a pas de mining. Et donc, plus sur du 100% renouvelable, comme on est au Congo, mais sur le mix belge, donc 25% renouvelable. Donc ça fausse complètement les données. Je précise qu'aucun de ces trois pays, Allemagne, Irlande et Belgique, n'a de mining. Mais comment on peut expliquer ces erreurs-là, alors si c'est si grossière, sachant qu'il y a des pays, comme tu viens de le dire, qui n'ont même pas de minage chez eux? C'est bien que la méthodologie est totalement défaillante. Là aussi, ça fait des années qu'on leur explique. Pour déterminer la géolocalisation des fermes, Cambridge utilise les adresses IP des machines. Elles sont communiquées par les pools chinois. Mais ça n'est pas fiable du tout. Par exemple, les mineurs chinois, après le ban du gouvernement, ont domicilié leurs IP en Irlande ou en Allemagne. Et Cambridge a gobé ces données telles qu'elles lui sont arrivées. Mais avec tous les retours qu'ils ont eus, notamment que tu leur as fait avec d'autres, ils ont dû comprendre maintenant que ce mode de calcul-là, en tout cas, n'était pas le bon. En tout cas, plusieurs membres de l'équipe de Cambridge ont compris, parce que moi j'ai échangé en 2022 avec 2 des membres, qui sont plutôt bitcoiners, mais ça n'empêche que l'université continue de publier ces fausses informations, encore une fois comme si c'était anecdotique et sans conséquence, alors que c'est très grave, que ça enfume les décideurs, les élus, les investisseurs. Donc ils ont une responsabilité très forte. Cambridge a voulu s'emparer de ce calcul, il n'est pas du tout au niveau aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça avance. Il y a quand même le mode de calcul de l'empreinte énergétique de Bitcoin est renouvelé. On voit que finalement, selon l'université de Cambridge, Bitcoin consommerait moins que prévu. Mais Cambridge devrait, d'après ce que tu dis, changer aussi sa manière de localiser les fermes et donc aussi les sources d'énergie utilisées pour le mining de Bitcoin. Exactement. Cambridge le reconnaît aujourd'hui, il n'y a pas assez de sources d'informations sur le sujet. Ils admettent que c'est très flou, leurs résultats. Alors ils compensent avec des modèles qui s'avèrent être inefficaces, voire mensongers. Alors je pense que la moindre des choses de la part de l'université serait de cesser la publication de son index. Ça fait 4 ans qu'ils tapent complètement à côté de la plaque, ils se trompent systématiquement. Ça n'est juste pas sérieux, ça suffit. Il faut revenir, Cambridge, quand votre étude sera aboutie, qu'elle sera cohérente et acceptable. Pour l'heure, il est clair que les chercheurs de Cambridge ne sont pas compétents dans le domaine. Sébastien Gouspillou, voilà, les chercheurs de Cambridge, si vous nous entendez, voilà, prenez en note ce que nous dit aujourd'hui Sébastien Gouspillou, et on espère avoir très prochainement un nouveau rapport avec un prochain renouvellement des méthodes d'analyse du mining de Bitcoin. Sébastien, tu restes avec nous. On va tout de suite parler de FTX avec Lilian Lega pour Cryptos qui est avec nous. Lilian, FTX va peut-être renaître de ses cendres, en tout cas c'est ce qu'on a appris il y a maintenant plusieurs semaines, mais c'est officiel, l'exchange a un plan de relance. Exactement, c'est ce que nous a communiqué cette semaine, il y a quelques jours à peine, l'équipe qui est en charge de la relance de FTX, donc depuis évidemment que la plateforme a fait faillite en novembre dernier et depuis le départ de Sam Bankman-Fried. Ils ont publié en ce début de semaine un rapport qui nous explique donc que le plan de redressement de FTX avance, et il avance bien. Et comme tu le disais très bien, on sait depuis quelques semaines que l'idée, c'est d'essayer de relancer la plateforme. Et bien là, on se questionnait un petit peu sur est-ce que vraiment on allait trouver des potentiels acquéreurs. Et bien d'après le rapport, il y a 75 entreprises qui ont toqué à la porte de FTX pour leur dire qu'ils étaient intéressés pour acquérir la plateforme telle qu'elle est. Donc parmi ces entreprises, on n'a évidemment pas les noms, mais on a potentiellement des plateformes d'échange de crypto, des investisseurs, des entreprises qui souhaitent aussi se positionner sur
sur le marché des cryptos. Donc c'est plutôt un signe positif, comme on le disait, parce que ça fait des mois qu'on a des actualités positives et négatives. On ne sait pas vraiment comment se positionner sur cette affaire FTX. On le prend plutôt comme une bonne note. Et par rapport au plan, au calendrier, ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour officialiser leur demande, finalement. Demande qui devrait être étudiée jusqu'à la fin du mois d'octobre par l'équipe actuelle de FTX, qui prendra donc une décision, qui choisira un acquéreur, vraisemblablement. Et le plan de relance devrait donc être opéré d'ici le premier trimestre de l'année 2024. On va voir ce que ça change pour les investisseurs lésés au moment de ce crash de FTX, on va dire. Mais déjà, pour les investisseurs, je parle des investisseurs qui voudraient racheter la plateforme. Est-ce qu'ils n'ont pas des craintes, notamment sur la confiance n'a pas été rompue avec les investisseurs, comment dire, les utilisateurs de cette plateforme. Tu penses vraiment que FTX peut renaître de ses cendres, on va dire? C'est une vraie question. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque l'entreprise qui est en charge de la relance de FTX depuis maintenant à peu près un an nous disait qu'elle souhaitait relancer la plateforme, on se posait sérieusement des questions sur la confiance qui est rompue et sur le fait que l'image a été ternie et donc qui pourrait s'aventurer à essayer de relancer une telle plateforme. La vérité, c'est que la base de clients est assez énorme. Le marché des cryptos reste un marché en pleine expansion. Les actifs, une partie des actifs est encore là. Évidemment, c'est une aventure qui est compliquée, mais ça peut s'avérer être très payant si une entreprise arrive avec des fonds et arrive à relancer correctement. Parce que aussi, on peut s'en douter, évidemment, cette plateforme ne serait pas relancée sous le nom de FTX ou FTX 2.0. Ce serait une nouvelle image. Il y aurait un rebranding. Bien entendu, plus de Sam Bankman-Fried, plus de personnalités douteuses. Les régulateurs ont évidemment le nez sur cette entreprise. Donc, ce serait peut-être même, pour certains en tout cas, un signe de confiance renforcée de se dire que la plateforme a été relancée par des acteurs sérieux, avec un nouveau PDG et avec des régulateurs qui, cette fois-ci, ont vraiment mis le nez dans le lancement. Bon, en tout cas, il y a du monde au portillon pour potentiellement racheter FTX. En tout cas, c'est une information. Mais qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ce serait quelque chose de positif pour les investisseurs qui avaient des fonds dans l'ancien FTX qui n'ont pas pu récupérer? C'est une vraie question. De toute manière, c'est compliqué parce que c'est vrai que d'un point de vue mental, pour tous ces investisseurs, ça a été très compliqué sur cette dernière année. Comme je le disais tout à l'heure, des actualités positives, des actualités négatives, on ne savait plus vraiment où placer le curseur. Là, je dirais que c'est plutôt une actualité positive dans le sens où l'ambition de cette équipe qui est chargée donc, du redressement de FTX depuis un an est simple, c'est véritablement de rembourser les créanciers de FTX de toutes les manières possibles. Donc les créanciers, c'est évidemment les entreprises à qui FTX devait de l'argent, mais aussi les investisseurs qui avaient leur crypto-monnaie qui était stockée sur cette plateforme et qui se sont retrouvés lésés. Donc c'est vraiment l'ambition. Leur plan, on le connaît depuis maintenant 6 mois, c'est de relancer la plateforme. Et donc là, on atteint l'étape suivante qui est de trouver les acquéreurs. Donc on avance vraiment dans la bonne direction. Pourquoi est-ce que la reprise de la plateforme pourrait être intéressante pour les investisseurs? En fait, il faut comprendre que FTX actuellement n'a pas toutes les cryptos des clients dans leur portefeuille. Il manque à peu près 2 milliards de dollars. Alors, l'équipe a fait un très bon travail d'aller récupérer quasiment 8 milliards de dollars d'actifs, donc c'est quand même assez énorme, mais il manque quand même 2 milliards. Et comment combler ce trou? En relançant la plateforme, on génère des bénéfices, et ces bénéfices seraient redistribués aux clients lésés par le biais potentiellement d'un token FTX 2.0, enfin un token au nom de la nouvelle entité, comme l'avait fait par exemple Bitfinex en 2017, qui est pour certains une bonne idée, pour d'autres une mauvaise idée. En tout cas, ce serait potentiellement le plan, la direction dans laquelle on irait, et en tout cas, c'est plutôt bon signe quand même pour ceux qui ont perdu de l'argent dans cette histoire. Mais tout ça pourrait peser sur le marché parce que les actifs concernés qui sont sur la plateforme FTX aujourd'hui, quel impact ça pourrait avoir sur eux, sur les cours? Pour le moment, c'est compliqué. Ça a déjà eu un impact de toute manière. On l'a remarqué. Oui, déjà, quoi qu'il arrive, il y a une crise de confiance notamment, sur tout l'écosystème Web3 d'une manière générale. Bon, ça c'est certain depuis l'époque de l'affaire FTX. Ouais. En tout cas, depuis ces quelques jours et la découverte de ce rapport, il y a eu un impact. On en parlait hier ensemble sur ce plateau. Bitcoin a rebondi. Il évolue autour de 26 000 $. En revanche, ces actifs qui sont mentionnés dans ce rapport et donc qui sont parmi les actifs que détient l'entreprise FTX à l'heure actuelle, eux ont chuté. Parce qu'il y a ce risque que, en effet, l'équipe actuelle de FTX décide de vendre ces tokens pour sortir de la liquidité et donc rembourser éventuellement les clients. Parmi les tokens concernés, il y a notamment aux alentours de 1 milliard de dollars de Solana,
Il y a du Bitcoin, il y a de l'Ether, il y a quasiment 100 millions de dollars aussi de Aptos, APT. Donc le vrai doute, il repose quand même sur Solana. 1 milliard de dollars, c'est assez énorme. Alors, est-ce qu'ils vont les vendre? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le marché? On n'en sait rien. En tout cas, il y a 2 éléments quand même que je peux mettre en avant. C'est d'abord qu'il y a déjà des personnes qui se sont positionnées pour racheter ces tokens en OTC, évidemment en disant que ça pourrait éviter d'impacter le cours du marché. OTC, over the counter, et on se met d'accord avant pour un prix souvent un peu inférieur au cours actuel, et comme ça évite de faire dumper le Exactement, cours tout à fait. Donc il y a déjà des positionnements comme ça. Et le deuxième élément quand même important à garder en tête, c'est que FTX n'a pas véritablement ces 1 milliard de dollars au cours actuel de Solana. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans ce projet. Et quand on investit dans un projet, on ne récupère pas tous ces tokens d'un coup. Ce serait bête, évidemment, pour le projet, pour les investisseurs aussi particuliers qui arrivent derrière. Donc, on verrouille ces tokens et on les distribue par petites étapes. C'est ce qu'on appelle des tokens unlock. Et en l'occurrence, il reste une majorité de ces tokens Solana qui sont encore verrouillés et qui vont être distribués à FTX par petites portions chaque mois jusqu'à 2025. Donc, même s'ils voulaient véritablement aujourd'hui vendre ces tokens, ils ne le pourraient pas. En tout cas, ils pourraient vendre que ceux qu'ils ont actuellement réellement en portefeuille. Bon, Sébastien, je ne suis pas sûr que toi, tu aies du Solana en portefeuille. Mais en tout cas, on a eu de nouvelles demandes d'ETF Bitcoin, encore notamment une de Franklin Templeton. Sébastien, qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces demandes d'ETF Bitcoin? Est-ce que pour toi, c'est un signal positif ou alors tu te méfies? Sébastien Gouspillou, est-ce que tu nous entends? Je ne sais pas si Sébastien est encore en ligne avec nous. Sébastien, en tout cas, on ne t'entend pas. Bon, bah, écoute, on va voir tout ça avec Lilian Iliaga. Lilian, deux nouvelles demandes d'ETF Bitcoin, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas. On a quasiment tous les plus grands gestionnaires d'actifs américains qui se sont positionnés. BlackRock en tout premier. Tu le mentionnais, hier, on a eu donc Franklin Templeton, qui est le 3e plus gros gestionnaire d'actifs aux États-Unis, qui s'est également positionné, un petit peu en retard. Mais on voit que clairement, c'est la nouvelle narrative. C'est la course aux ETF Bitcoin Spot, avec d'ailleurs une nouvelle course qui se lance en parallèle, celle aux ETF Ethereum Spot, donc sur la 2e crypto la plus capitalisée du marché. Alors, chacun a ses avis sur ce sujet. Peut-être que Sébastien aura apporté un avis un peu différent du mien. D'un point de vue, en tout cas, du marché et de l'impact que ça peut avoir sur le cours de Bitcoin en lui-même, c'est évidemment une bonne nouvelle parce que ça signifie qu'on aura une masse d'argent d'épargne qui dort aux États-Unis sur le côté, qui représente d'ailleurs, si on regarde l'argent qui est épargné aux États-Unis chaque année, on prend la stat de 2022, c'est 1,5 fois la capitalisation du marché crypto qui dort sur le côté. Donc si on prend un pourcentage de cette épargne et qu'on l'investit dans le Bitcoin, grâce à cet ETF justement, dans des plans d'épargne qui existent aux États-Unis, eh bien ça signifie qu'il y a une masse de dollars qui arriveront sur le marché crypto, sur le Bitcoin en particulier, et qui seront investis directement en dur derrière, avec du vrai Bitcoin qui sera stocké derrière. Donc oui, nécessairement, c'est positif, en tout cas d'un point de vue du marché. Peut-être que Sébastien a un avis différent du mien. Oui, ça pourrait faire monter fortement la capitalisation du Bitcoin. Ça, c'est certain. Sébastien, t'es avec nous? Bon, oui. J'en parlais avec Lilian. On a encore 2 nouvelles demandes d'ETF Bitcoin Spot. Ça ne s'arrête plus. De jour en jour, on a l'impression que tout le monde s'y met. Toi, quel est ton avis sur toutes ces demandes d'ETF Bitcoin Spot? Comment tu vois ça? Bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Lilian. Bonjour Lilian d'ailleurs. Voilà, je suis beaucoup moins expert que lui sur le sujet, que toi, Amaury. Ce qu'il a dit me semble tout à fait cohérent. Je n'ai rien à ajouter. Donc pour toi, ça pourra aider à la démocratisation de Bitcoin, et tu vois pas ça d'un mauvais œil, parce que certains disent par exemple que du coup on investirait plus directement sur l'actif sous-jacent, mais on serait obligé de passer par un ETF, ce qui serait contraire à la philosophie qu'il y a derrière Bitcoin. Bah, c'est pas obligatoire, non, justement. Moi, je comprends pas qu'on passe par un ETF pour acheter du Bitcoin, ça c'est sûr. Mais chacun sa paroisse. Donc, oui, mais justement, t'as pas peur que maintenant que les gens, d'une manière générale, n'achètent plus du Bitcoin de manière directe et passent quasi automatiquement par des ETF? Non, moi, je pense que c'est un phénomène de transition. Je pense que quand les financiers auront compris que c'est plus simple d'acheter du Bitcoin et c'est plus direct, enfin, ça a beaucoup plus de sens que de passer par des ETF, ils y viendront. Moi, je suis toujours wait and see, on va voir. Pour l'instant, c'est pas négatif. Je suis pas fermé à l'idée de l'ETF, en tout cas. J'espère que ça deviendra pas comme l'or papier, quelque chose de polluant, mais
ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas autant d'intérêt que leur papier par rapport à leur physique. Ça n'enlève aucune contrainte, parce qu'il n'y en a pas de contrainte à acheter du Bitcoin et à le conserver, très peu. Donc, pour moi, ça peut juste créer effectivement un appel d'air, faire monter le cours, mais à terme, je pense pas que ce soit que l'essentiel du budget soit dans les ETF. La valorisation soit là. Très bien, on finit cette émission avec des notes positives. Cambridge, l'université de Cambridge, qui t'a entendu, Sébastien, certainement, et voilà, et t'as fait bouger les lignes, et tu vas encore les faire bouger, on espère. T'es positif sur toutes ces demandes d'ETF Bitcoin Spot. Lilian qui nous dit qu'a priori ça sent plutôt bon pour une reprise de FTX. On espère pour les personnes qui sont touchées, bien sûr. On va suivre tout ça dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage et CEO fondateur de Big Block Green Services, et Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain, 14h. Bonne journée, bonne soirée. À demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.